Hey, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat, non? Nyungi Japan Jinku. C'est important et il faut le faire. PDG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier, ravi de recevoir une battante, une militante, une femme qui revient de loin. J'ai nommé Cynthia K. Merci beaucoup. Comment tu vas, Cynthia? Ça va bien, merci. Et toi? Tout va très bien de mon côté. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais merci vraiment pour l'invitation. C'est vraiment un honneur, un plaisir d'être ici. Ça fait longtemps qu'on te suit. On aime beaucoup, je te le disais en off, hein, mais le message que tu véhicules, on aime beaucoup le peps, le dynamisme et la transmission surtout. Donc, c'est la raison. C'est pour toutes ces raisons, pardon, que il était impératif que tu sois parmi nous. Merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Alors, je suis Cynthia K, auteure, experte en prévention et santé naturelle. Je suis prof de yoga et naturopathe et j'ai fondé il y a un peu plus d'1 an la chaîne By Cynthia K pour faire de la prévention autour de la santé, partager mon expérience avec le cancer du sein et surtout montrer qu'on peut revenir aux fondamentaux de vie, de santé naturelle pour une vie plus saine et pas forcément difficilement, mais assez facilement en fait. Magnifique. D'où tu viens? Alors, je viens à la base du 78, Trappes. Aïe, aïe, je aïe. suis née, élevée à Trappes, grandi aux alentours, Elancourt, Rambouillet. Et je viens d'une famille de 4 enfants, mère célibataire, la dernière de cette famille de 4 enfants. Taureau, ascendant taureau. Voilà, moi, en quelques lignes, j'ai beaucoup voyagé. J'ai travaillé dans de grosses sociétés. Et quelques années plus tard, je me suis retrouvée voilà, dans la santé naturelle à partager ce que je pense que j'avais toujours envie de faire depuis que j'étais jeune, mais que j'ai pris un petit peu de temps avant d'arriver. Mais maintenant, j'ai aucun doute que c'est là où je dois être. Magnifique. Épicurienne, tu sortais beaucoup? Je sortais énormément avant. J'ai travaillé dans la mode Ok. pendant longtemps, pendant un peu plus de 8-10 ans. J'ai travaillé pour des grosses sociétés internationales. J'organisais les Fashion Week. J'étais responsable ouais. des événements. J'ai travaillé avec des grosses stars internationales. Comme- Je fais pas... faut name dropper. Il faut faire du name dropping. Ok, Kanye West, Drake, Kim Kardashian. J'ai pas fait Beyoncé, Rihanna. J'ai fait Roi Charles et Prince William et Prince Harry. J'ai fait pas mal. J'ai vagabondé. Ouais. Et après, j'ai travaillé dans les médias chez Netflix où j'organisais pour le coup plus les Fashion Week, mais les premières de films et de séries. Et à la suite de ça, je me suis retrouvée naturopathe. Mais avant ça, ouais, c'est vrai que j'ai pas mal vagabondé. Je suis sortie beaucoup. J'ai fait la fête beaucoup. Assez raisonnablement. J'ai commencé à boire très, très tard, vers Ok. 23 ans. Donc, assez tard quand même par rapport à beaucoup de gens. Mais j'ai rattrapé mon retard très rapidement. Mais aujourd'hui, je bois plus du tout. Ça va faire 2 ans que je n'ai plus touché une goutte d'alcool. Eh ben, t'as bien raison, Et que retiens-tu de ces expériences-là? Alors, ces expériences-là, dans la vie active, corporate, professionnelle, elles ont été très enrichissantes et j'ai vraiment la conviction que je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui de la façon dont je le fais aujourd'hui si j'avais pas travaillé dans le corporate. C'est-à-dire que ça m'a appris j'ai pas envie de dire des leçons de vie, mais en tout cas une façon de m'organiser, de travailler, de prioriser, même de savoir dire oui ou non et de savoir même laisser passer des opportunités, puisque quand on travaille, surtout chez Netflix, quand on travaille dans la tech, dans les médias, c'est toujours testé, on fait des tests et puis on
on ose en fait revenir en arrière, regarder là où on s'est trompé, faire des grosses introspections. Ouais. Et je pense que ces opportunités-là, en tout cas dans le corporate, m'ont vraiment appris à aujourd'hui savoir faire la part des choses et avoir une bonne organisation dans l'entrepreneuriat, parce que c'est pas facile, l'entrepreneuriat, c'est pas facile du tout. Mais ouais, c'est vraiment ce que je retiens, et surtout à être bien entouré. Rien ne se passe seul. Moi, j'ai vraiment des personnes sur qui je peux compter aujourd'hui, que ce soit en termes d'amis, famille, professionnels. J'ai un petit cercle, mais qui est un cercle vraiment très serré de gens, d'amis d'enfance ou de gens que j'ai rencontrés dans mon parcours professionnel, qui aujourd'hui, où je peux aller vers eux et leur demander, voilà, j'ai envie de faire ça, est-ce que tu peux m'aider, ou qu'est-ce que tu en penses, j'ai cette idée-là. Et on a des retours qui sont très francs, très candides, et qui aujourd'hui vraiment, je pense, contribuent au fait que voilà, j'ai réussi à tirer mon épingle du pied assez rapidement quand même. Et personne pénètre le cercle aisément? Non. Ouais. J'ai pas envie de dire que c'est un cercle qui est très fermé, mais c'est un cercle qui est exigeant. Et de la façon dont je pense qu'on n'a pas, nous, en tout cas moi, je vais pas vers les gens facilement pour leur demander, en tout cas les gens extérieurs de mon cercle, pour leur demander X, Y, Z. Je vais pas prendre non plus tout. Je vais écouter, mais je vais pas prendre tous les conseils qui viennent de gauche à droite. Et du coup, j'ai vraiment très tendance à rester dans ce cercle fermé. Et pour moi, vraiment, j'ai un parcours de vie qui est assez, j'ai pas envie de dire dur, mais il y a eu beaucoup d'épreuves, et ces personnes-là qui sont avec moi aujourd'hui, c'est aussi des personnes-là qui étaient avec moi quand j'étais dans mes épreuves. Donc, c'est pas des choses que je vais négliger. C'est vraiment une honnêteté aujourd'hui qui, pour moi, même si quelqu'un de nouveau rentre dans ce cercle, ça pourra pas aller à la cheville des personnes que j'ai aujourd'hui. Mais t'es méfiante, toi, j'ai l'impression. Je suis pas méfiante, parce que je pense que je suis quand même quelqu'un, j'ai fait beaucoup de thérapie après ma maladie, ou même pendant ma maladie. J'ai appris à plus écouter, je pense. Je pense pas qu'il y ait une méfiance. Je pense que moi, je suis quelqu'un qui met un point d'honneur à regarder en fait l'expérience, à regarder les choses que les gens ont faites aussi de leur côté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils, ouais, qui aiment parler, qui aiment dire « Ah, mais oui, mais là, tu fais ça, mais tu devrais faire ça. » Mais quand je regarde, moi, c'est pas quelque chose dans lequel je me vois et dans lequel j'ai envie d'aller. Donc, j'ai pas forcément envie de prendre ce conseil-là de ce côté-là. Et je sais pas si c'est une méfiance ou c'est juste être pas sur mes gardes, mais je sais pas, avoir fait tellement d'introspection et être tellement intègre avec ma vision des choses et là où je veux aller que en fait je prends pas le conseil de n'importe qui, quoi. Eh ben, ça s'entend. Merci. Ça s'entend, c'est très bien. Et Cynthia K, il vient d'où le K? Le K-A, il vient de mon nom de famille entier. Okay. Mon nom de famille entier qui est Kambou, qui n'est pas un secret. K-A-M-B-O-U, d'origine camerounaise. Okay. Je suis camerounaise de mes deux parents, du même village, Bamileke. Bamileke, les bagarreurs. Exactement. C'est le nom de mon père. J'ai pas connu mon père et c'est pas forcément un nom avec lequel j'ai une grande attache, mais en tout cas K.A. pour moi c'était important quand même de garder, et ça aussi avait une signification par rapport à tout ce que je faisais aujourd'hui, par rapport à l'ancestralité aussi. Okay. Ça a une signification dans l'ancestralité aussi égyptienne, et du coup c'était important pour moi de garder ce nom de famille là, mais de le raccourcir parce que dire Cynthia Kambou, c'était pas top. Les petits clins d'œil. Voilà, exactement. Très bien, Cynthia. Tu sais, j'ai bien compris que tu étais une épicurienne, que tu bougeais partout, etc. Moi, si je te dis août 2016. Août 2016. Ouais. Lille. Tout à fait. Ouais. Tu as fait tes recherches. C'est important. C'est important. Ouais. Est-ce que tu peux tout nous dire, s'il te plaît? Août 2016, je suis en vacances à Lille avec ma sœur, ma nièce et mon neveu. À l'époque, j'en avais qu'un. Et je suis sous la douche et comme tous les mois, je fais mon autopalpation mensuelle que je fais depuis que j'ai 16 ans. Donc, c'était pas un geste qui était forcément nouveau pour moi. Mais dès que je fais cette autopalpation mensuelle, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en l'occurrence, je sens pas forcément une boule, mais plutôt je dis toujours que c'est un peu comme un tunnel qu'on avait rempli de ciment.
Et donc, c'est plus long. Ils appellent ça une carotte en termes médicaux. Et du coup, je sens sous mon aisselle droite cette sorte de carotte. Et je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'était le week-end du 15 août 2016, pour être exact. C'était un vendredi que j'ai senti cette boule. Et dès le mardi, je m'étais dit, je vais aller chez le docteur, le faire vérifier. Et c'est ce qui s'est passé en août 2016. J'ai eu mes suspicions. Je suis partie directement chez le gynéco pour faire vérifier. Gynéco qui, c'est très commun malheureusement aujourd'hui, qui ne prennent pas forcément au sérieux des jeunes femmes qui n'ont pas d'antécédents familiaux, qui n'ont pas été malades. Voilà, moi, j'ai personne dans ma famille qui a eu même pas de cancer déjà à la base. Alors, un cancer du sein, encore moins. Moi, l'autopalpation, je la faisais parce que j'ai la meilleure amie de ma mère à l'époque qui est décédée d'un cancer du sein. Mais on n'avait pas de lien de sang. Mais ça m'avait tellement marqué dans la façon dont la maladie était gérée à cette époque-là que je me suis toujours autopalpée depuis 15-16 ans. Et là, j'avais une certitude, une conviction que quelque chose... Je ne savais pas que c'était un cancer, mais que quelque chose n'allait pas et qu'il fallait qu'on fasse des examens supplémentaires, chose qu'il n'a pas voulu faire en premier abord. Et j'ai poussé en disant si. Et là, il m'a fait échographie. Après, il m'a dit, ah oui, je vois des choses qui ne vont pas. Et mammographie et biopsie. Et ensuite, un mois après, en septembre 2016, le verdict tombe. Donc, cancer du sein de grade 2, hormonodépendant. Voilà. C'est un peu abstrait pour moi. Quand tu dis grade 2, qu'est-ce que c'est en termes de gravité? Alors, c'est relatif aujourd'hui de dire gravité, mais en termes de grade, eux, ils le classent à un cancer qui est dans le sein et qui s'est déjà répandu au ganglion principal. Et en fait, le ganglion, donc c'est la chaîne ganglionnaire qu'on va avoir sous l'aisselle. Donc, on a tous des ganglions dans le cou quand on est malade. Voilà, quand on sent un petit peu de ce côté-là, pareil, on en a sous l'aisselle. Et c'est le filtre du corps. Et en fait, c'est ce qui va filtrer un peu la maladie. Et à partir du moment où le cancer est dans le ganglion, il peut se répandre dans le reste du corps. Et c'est comme ça que viennent les métastases, par exemple. Ça va aller, ça va se propager ailleurs. Donc, premier ganglion touché, cancer de grade 2, ça veut dire que potentiellement, si on fait une exploration plus poussée, peut-être qu'il y aura d'autres ganglions qui seraient touchés et peut-être que j'aurai déjà des métastases dans le foie. Moi, ça n'a pas été le cas, donc ça reste à grade 2. Si j'avais eu des ganglions touchés et des métastases, grade 3, et puis après, si c'est plus dans d'autres organes, c'est un grade 4 qui est beaucoup plus grave. Moi, en l'occurrence, grade 2, ils appellent ça un petit cancer. Okay. Moi, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de petit cancer. Un cancer, c'est un cancer. Il n'y a pas à minimiser la chose. Les traitements sont aussi lourds que quelqu'un qui a un cancer de grade 4, dans le sens où moi, j'ai eu une mastectomie, donc retrait du sein droit complet avec retrait de la chaîne ganglionnaire en dessous. De la chimiothérapie. Donc, j'ai eu à peu près 11 ou 12 chimiothérapies, donc avec tous les effets secondaires qui viennent avec, perte des cheveux, cils, sourcils, fatigue, nausées, vomissements, tout ça. Et de la radiothérapie, donc en plus pour s'assurer que toutes les cellules cancéreuses en local qu'on n'a peut-être pas eues pendant la chirurgie soient bien tuées. Donc c'est vraiment des rayons ciblés en fait sur la zone du cancer. Et après, de la reconstruction mammaire avec 5 opérations. Et j'ai fait une reconstruction avec un bout de ma cuisse. Donc, on a vraiment enlevé un bout de ma cuisse pour reconstruire mon sein. Et c'est important. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de petit cancer. Un cancer, c'est un cancer. Qu'on fasse une tumorectomie. Donc, la tumorectomie, c'est quand on va juste enlever la tumeur. Il y a des séquelles, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Quand on enlève un sein, c'est un geste qui est extrêmement grave. C'est comme si on amputait un membre qu'on voit plus. Là, c'est juste qu'on ne le voit pas parce qu'il y a des habits qui sont cachés. Mais la réalité, on nous ampute un membre. Et il y a toute la partie psychologique avec le fait que, voilà, c'est la féminité. On est une femme à travers nos seins, souvent. C'est la maternité aussi. Je ne peux plus allaiter si j'ai des enfants de ce côté-là. Donc, mon sein gauche, lui, où tout va bien, ce serait, si potentiellement j'ai des enfants, le seul sein où je pourrais allaiter. Pareil, psychologiquement, comment ça marche. Et puis, il y a des femmes qui ont juste leurs 2 seins qui sont aussi enlevés. Donc, voilà, c'est un changement qui est rapide puisque j'ai été diagnostiquée en août 2016 et en novembre 2016, j'ai eu ma mastectomie. Donc, voilà, il n'y a pas de petit cancer. C'est vraiment grade 1, grade 2, grade 3. Pour moi, c'est vraiment
psychologiquement, les séquelles, elles sont lourdes. C'est un cancer. Merci pour ces précisions, Cynthia. Et tu sais, aujourd'hui, on me sent forcément bien calé sur le sujet, etc. Mais c'était quoi le feeling en 2016? Parce que tu avais 31 ans à l'époque. Comment tu t'es senti à ce moment-là, tout simplement? Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours été quelqu'un de très pragmatique, très factuel. Et dès que on m'a annoncé mon diagnostic par email déjà, donc c'était pas forcément la bonne chose à faire. J'étais en train de travailler, à l'époque je travaillais pour les Galeries Lafayette, donc j'étais en train d'organiser un gros événement, et ça a un peu, et je le dis dans le livre que je suis en train d'écrire, le diagnostic, c'est le moment le plus important du parcours de soins. C'est-à-dire que c'est un moment qui va déterminer la façon dont on va rentrer dans son parcours de soins. Si on est accompagné par un médecin qui nous assoit, qui nous dit que on a un cancer, que voilà, ça, c'est tel grade, ça va bien se passer, je pense que psychologiquement, on a plus tendance à faire confiance à son équipe de soins. On va aller vers l'infirmière, on va chercher des soutiens psychologiques, on va poser des questions. Quand on reçoit un email et qu'après on se présente dans le bureau de ce gynécologue qui, clairement, en 2-3 minutes avait fini avec moi et me laisse littéralement dans la rue à ne pas savoir où est-ce que je dois aller, à qui je dois m'adresser, ou faire les examens supplémentaires, là, ma réaction, ça a été « Ok, t'es toute seule. Il n'y a pas de souci, on va chercher les informations. » Quand je dis toute seule, c'est dans ma tête, c'est toi qui vis ce truc toute seule. Après, j'ai été extrêmement bien entourée. J'ai eu un support familial et amical extrêmement fort, mais dans ma tête, c'était moi qui étais toute seule. Donc, je me suis tout de suite mise en condition. Ça va être la guerre avec ton corps et avec les équipes médicales pour avoir les bonnes informations, en fait. Et du coup, j'étais partie en mode, j'ai besoin de connaître toutes les informations avant de prendre une décision. Et je pense que ça reflète aussi, de toute façon, ma personnalité de vie que j'avais déjà. J'étais aventurière, je courais à gauche, à droite, mais je faisais pas un mouvement sans avoir analysé avant. Et je pense que c'est la même chose qui s'est passée quand j'ai eu mon cancer. Et en 2016, il y avait très peu d'informations comme moi je le donne aujourd'hui sur les réseaux sociaux, comme d'autres personnes prennent la parole sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'utilisais énormément de sites anglo-saxons. J'allais sur les études américaines, les forums anglais pour vraiment avoir plus d'informations que ce qu'on me donnait en France. Et ça m'a beaucoup aidé. Après, pour revenir à ta question, en termes de... J'étais dans oui. La fleur de l'âge. Exactement, la fleur de l'âge, ouais, complètement. Voilà, et en plein développement, c'est la raison. Exact. J'étais célibataire, machin. La réalité, pour moi, ça n'a pas vraiment changé quoi que ce soit. J'ai toujours continué à faire la fête. Je rencontrais des gars. Ça m'a pas coupé dans cet élan-là. Pour moi, la difficulté, elle a plus été... physique, dans le sens où c'était plus la douleur. C'est le seul truc que j'ai vraiment... et même si je me dis parfois, si voilà, tous les 6 mois j'ai mes tests et tout, une rechute, pour moi c'est la douleur en fait. Je sais qu'en termes de féminité, je me sens pas moins. En termes de psychologie, je me sens pas moins. En termes de soutien, j'ai exactement ce qu'il me faut, mais pour moi, c'est vraiment la douleur, c'est la chose la plus difficile à gérer. Je suis vraiment admiratif. Hein. Merci. Clairement. Et tu parlais de douleur. Les symptômes. Je sais que c'est délicat d'en parler parce que je ne peux pas le vivre et je ne peux pas ressentir ce que tu as eu, mais si tu peux quand même nous donner quelques précisions là-dessus. Ouais. Alors la douleur, quand on se fait une mastectomie, on subit une mastectomie, on se réveille, il nous manque un sein, on a beau nous donner des antidouleurs, la douleur elle est là. On peut plus bouger le bras comme il faut. Moi, j'ai aussi 2 semaines après ma mastectomie, j'ai eu une infection qui s'est presque transformée en septicémie. Donc, septicémie, c'est une infection du sang où on peut en mourir. Donc, on m'a renvoyé à l'hôpital et tout ça. Et du coup, c'est vraiment, vraiment la douleur. Je la vois, je peux la ressentir encore. Elle reste avec toi. Et c'est psychologique. C'est quand on a une grosse rage dedans et tu te dis, on peut rien faire. Tu vois, tu peux rien faire. T'as envie de t'arracher la mâchoire. Et c'est la même chose. Et ça fait peur. En fait, ça fait peur parce que psychologiquement, en fait, ça joue sur ton moral. Et c'est là que je me suis redirigée, en tout cas dirigée vers la respiration et vers le yoga parce que c'est la seule chose, en fait, que j'ai trouvée
qui pouvaient m'aider. Moi, je suis pas quelqu'un j'ai pas envie de dire spirituel, mais en tout cas, j'ai pas de religion à proprement parler. J'ai une famille qui est religieuse, donc qui priait pour moi et j'acceptais avec volontiers. Voilà, j'ai des personnes musulmanes, chrétiennes, tout ce que vous voulez. J'accepte avec volontiers tout ce qu'on veut m'envoyer, mais moi, je suis pas religieuse de cette façon-là. En revanche, j'ai trouvé tout ce qui était respiration et méditation pour m'aider à gérer cette douleur, parce que la douleur, de toute façon, elle est là. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit vivre pour ressortir de l'autre côté encore plus fort de ce processus-là, même si, voilà, on devrait pas vivre comme ça, mais c'est notre réalité. Mais après, à travers la respiration, la méditation et ensuite le yoga, j'ai vraiment réussi à me reconnecter avec mon corps et à surpasser ces moments qui étaient assez difficiles. Ouais. Je vais rebondir sur l'aspect familial. Tu disais qu'elle était présente dans ta famille, mais toi, tu as cette force de caractère. Ta mère aussi? Ma mère aussi. Ma mère, je t'ai dit, 4 enfants seule à 28 ans. Ouais. Voilà. Elle est arrivée en France en 79. Elle a élevé ses 4 enfants toute seule. Elle a fait 4 enfants en 6 ans. Donc, je peux te dire, voilà, quand tu es toute seule à 28, 29 ans à élever 4 petites personnes comme ça, c'est pas évident. Tu arrives dans un pays que tu connais pas, c'est pas évident. Je pense que de nature, il faut avoir une force de caractère assez développée pour s'en sortir. Donc, voilà, moi, ça a toujours été quelque chose que j'ai beaucoup admiré. Bon, bah là, moi, je suis dernière de la famille, petit bébé. Donc, ouais. Quand j'ai annoncé à ma mère le diagnostic, bah, elle a été effondrée, bien sûr. Elle avait aucun doute que j'allais me battre et que j'allais m'en sortir, mais pour elle, ouais, ça a été une épreuve. Mais tu sais, moi, quand j'observe le tout de loin, j'ai l'impression que, du moins, je pensais naïvement que les personnes sujettes au cancer du sein étaient forcément des personnes qui avaient un certain âge. Non, ça justement, c'est préconçu. Absolument. Préconçu, et c'est une des choses que j'essaye de faire sur mon compte by Cynthia K, à vraiment éduquer les gens que le cancer n'a plus d'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un autre paradigme. À l'époque, quand on n'avait pas cet aspect de perturbateur endocrinien, quand on n'avait pas toutes les choses industrialisées qu'on a aujourd'hui, les personnes, bien sûr, elles vont avoir des cancers plus tard, puisque la vie va les toucher plus tard, ça va se développer dans leur corps plus tard. Nous, on est nés dans l'industrialisation. Absolument. On est nés avec des produits cancéreux, cancérigènes, dans notre nourriture, dans notre environnement autour de nous. Résultat, 80% des cancers du sein aujourd'hui sont des cancers hormonodépendants. Hormonodépendants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cancers sont dus à l'environnement dans lequel on évolue. 12% des cancers sont des cancers héréditaires. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Quand les gens ne savent pas, moi je leur dis, oui, l'hérédité, ce n'est que 12%. Avant, les gens, et c'est pour ça que les docteurs disent, oui, mais vous n'avez pas dans votre famille. Ça ne veut rien dire. Quand tu sais que 80% versus 12% sont environnementaux contre héréditaires, bah en fait, ton cancer peut venir beaucoup de plus en plus jeune. Là, il y a une petite fille, c'était l'année dernière ou en début d'année, 5 ans, cancer du sein. C'est dramatique. Et là, je parle du cancer du sein, mais c'est la même chose pour tout ce qui va être SOPK, endométriose, maladie gynécologique, infertilité, que ce soit de l'homme ou de la femme. Et c'est vraiment un fléau qui, pour moi, est dû à l'industrialisation et au fait que, voilà, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est complètement bercé dans ces perturbateurs endocriniens dont je parle sur mes réseaux. Et vraiment, le cancer, c'est à n'importe quel âge. Il n'y a plus d'âge. C'est bien de le marteler. C'est bien de le marteler, Cynthia. Tu sais, moi-même, je regarde des tutos ici et là. On voit de nombreuses personnes prendre la parole en mettant en garde justement sur certains aliments, certains produits, ce que ces produits peuvent provoquer chez l'individu. Tu vois? Et toi, j'ai l'impression qu'à travers tes prises de parole, c'est la même chose que tu essayes de faire, tout simplement. Exactement. Moi, j'ai vraiment ce pan où j'essaye d'éduquer et solutionner à la fois. C'est-à-dire que je vais dire, bah, faites attention à ce produit ou cet aliment. Il y a ci, ça à l'intérieur. Mais quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on fait? Et je sais que les gens aujourd'hui veulent se battre contre les industriels. Ils me disent, oui, tu devrais te présenter à tel parlement, ton compte est d'utilité publique, des choses comme ça. Je dis, c'est vrai. Mais en fait, moi, j'ai qu'une vie. La vie, c'est fatigant. Déjà, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie. Moi, j'ai envie de me concentrer sur ce que je peux changer. J'ai pas envie de me battre contre des industriels. En revanche, on peut les taper là où ça fait mal et ne plus consommer leurs produits.
et aller vers là où il y a des personnes qui développent des produits qui sont éco-conscients, des produits qui sont bons pour notre environnement. Ça peut coûter parfois un peu plus cher, mais aller vers là. Et donc, quand je dis n'importe quoi, que la vidéo d'hier, le papier toilette comporte des perturbateurs endocriniens qui peuvent affecter votre fertilité et le foie des petits bébés si vous les utilisez sur eux, utilisez par contre cet autre papier toilette qui peut être un papier toilette qui va être mieux, qui va être éco-certifié, qui est fait dans les règles de l'art. Et ne vous concentrez plus sur cet ancien-là, allez plutôt vers celui-ci. Et c'est vraiment à chaque fois éduquer et solutionner. Parce qu'aujourd'hui, je sais aussi que sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui ils font un peu peur. Ils vont dire « Arrêtez de manger ça, arrêtez de faire ci ». Ok, mais c'est quoi la solution en fait? Parce qu'on doit quand même continuer à vivre. Et j'essaye de solutionner ces choses-là. Mm-hmm. C'est magnifique ce que tu es en train de faire, cette sensibilisation, clairement, Cynthia. Et c'est ce qui t'a poussé aussi à devenir végane, entre autres? Alors, le véganisme, c'est une question qui revient souvent. Ça s'est pas fait d'un coup. Ouais. Pendant mes chimios, en fait, moi, j'ai décidé de jeûner. C'est quelque chose que je faisais déjà avant de tomber malade, parce que j'avais un mode de vie quand même qui était relativement sain, mis à part le fait que je buvais de l'alcool. Je faisais du sport, je mangeais sainement, je mangeais bio et tout ça. Et pendant mes chimios, j'ai décidé de jeûner parce que voilà, il y a des études qui montrent que ça peut aider avec les traitements. Et après ça, en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus envie en fait de manger de viande, de viande rouge, de poisson, de choses comme ça. Donc 1 mois après la fin de mes chimios, je suis d'abord devenue végétarienne. Donc j'ai regardé les petits poissons et le fromage et les œufs. C'est ce que j'ai gardé pendant 3 ans. Et pendant le confinement, je me suis dit, maintenant j'ai une compréhension assez bonne et en plus de ça, j'ai passé un diplôme de nutritionniste végétal. J'ai une compréhension très bonne de là où je peux trouver des protéines. J'ai pas forcément besoin de continuer à manger ce fromage, ces œufs ou ces petits poissons. Je les enlève complètement de mon alimentation et c'est ce qui m'a fait aller vers le végétal. Après, moi, au-delà d'être... alors, j'utilise pas le mot vegan, c'est important aussi de le noter. Ah ouais? Le véganisme, c'est un mot qui est très lourd de connotations pour les personnes qui sont 100% véganes. J'utilise pas le mot vegan. Pourquoi? Parce que le véganisme, à la base, c'est un mouvement politique. Ça ne rapporte pas que à la nutrition. C'est un mouvement politique qui dénonce l'industrialisation et le capitalisme que les grands industriels peuvent avoir envers les animaux, et ça dénonce aussi l'exploitation de ces animaux. Donc, par exemple, un ver à soie qui va faire de la soie, du coup, ça veut dire qu'on ne porte pas de soie. Ça veut dire qu'on ne porte pas de laine. Ça veut dire qu'on ne mange pas de miel. Ok. Moi, je mange du miel, par exemple. Donc, comment on doit te qualifier? Moi, alors, c'est du végétalisme. En anglais, c'est plant-based. En français, c'est végétalisme. Je trouve que végétalisme est un peu difficile à comprendre, parce qu'il y en a qui disent, oui, je suis végane, nutrition végétale. Mais normalement, c'est du je suis végétalienne, c'est ça. Et quand tu dis en français, c'est t'es végane quand t'es 100% végane et que tu fais pas les habits, le miel et tout ça. Mais moi, en anglais, ça s'appelle plant-based. J'ai d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne YouTube à ce sujet pour expliquer exactement la différence. Aussi, les véganes peuvent très mal manger. On pense par définition que quelqu'un qui est végane va très bien manger. Pas du tout. Le pain, c'est végane. Si je mange du pain toute la journée, je suis toujours végane, mais par contre, je mange extrêmement mal. Les pâtes, c'est végane. Pareil. Moi, j'ai une alimentation, et ça, j'y tiens, c'est une alimentation plant-based. Plant-based, ça veut dire qu'on n'a pas de produits transformés. Donc, moi, je ne vais pas aller acheter de viande végétale transformée. Je ne vais pas manger des plats pré-préparés véganes transformés. Le plant-based, c'est un peu une alimentation qui est itale, donc des Jamaïcains, qui revient vraiment à la terre et qui revient au respect de la nourriture et à l'ancestralité de la nourriture. Et je pense que dans 10 ans, si on refait une interview, tu vas me trouver en train d'avoir mon propre terrain en Afrique, en train de d'avoir mon propre jardin et de cultiver mes propres produits. Parce que c'est vraiment ça, être plant-based, c'est revenir à l'essence du produit. Il n'est pas transformé. Moi, j'ai aucune vocation à ce que mon tofu ressemble à du saumon. Ça m'intéresse vraiment pas, en fait. Ça prend du temps. De tofu, c'est du tofu. Je peux faire juste un bloc et le griller et le manger, en fait. Et être plant-based, en fait, c'est vraiment plus que, pour moi, être vegan dans ce sens nutritionnellement parlant. C'est vraiment avoir de la nourriture qui te nourrit le corps et l'esprit, du coup. Merci pour ces précisions. C'est très bien, tu m'apprends. Hein. De rien. Franchement. Et pour rester sur l'alimentation, etc., qu'est-ce que ça t'a changé, toi, en tant que personne
atteinte d'un cancer, hein, tout simplement. Est-ce que c'était quelque chose d'indispensable pour toi? Moi, j'ai l'impression, quand je te vois comme ça et quand je dézoome, que tu t'es clairement mise en condition. Ouais, ça a suscité le sens inverse. Alors, je vais pas mentir, j'ai des peurs. Ok. J'ai peur de la récidive, dans le sens où c'est toujours un peu à l'arrière de ta tête, mais qui ne l'aurait pas, c'est normal. Mais je me suis dit, aujourd'hui, je vais mettre en place le maximum de choses possibles que je peux avec la connaissance que j'ai pour éviter cette récidive et pour vivre aussi longtemps que possible. J'ai pas d'enfants, mais j'ai une nièce, j'ai des neveux à qui je tiens énormément. J'ai aussi envie de leur montrer l'exemple. Et pour moi, la première chose, c'est l'alimentation. Ça passe par la nutrition parce que c'est quelque chose qu'on fait en fait tous les jours. Je savais déjà faire à manger, mais j'ai appris à faire à manger encore autrement. Je viens d'une culture, comme je te dis, je suis camerounaise. La nourriture, ça fait partie de nous, mais comment je peux la transformer pour continuer à manger les choses du pays? Et ça a été aussi la compréhension en fait en fait, nous on est nés en France, mais notre corps il a besoin des choses du pays, tu vois. Notre corps, il réclame de l'igname, du plantain, des feuilles du village, parce que ça fait partie de notre ADN. Donc, parfois, on me dit sur mes réseaux, oui, je comprends pas, tu prônes le bien-être, mais tu manges pas local. Mais je mange pas local, parce que mon corps, il a besoin de manger ce qui vient de chez moi. Moi, j'ai pas demandé à venir ici. On m'a prise. Ok, maintenant, je fais avec ce que je peux faire. Et en fait, la nutrition, pour moi, ça fait partie de mon après-cancer. Ça s'appelle l'après-cancer, en fait, pour maximiser, en tout cas me donner toutes les chances de le vivre pleinement. Je ne sais pas si j'aurai des enfants, mais en tout cas, je sais que je mets mon corps en condition pour avoir des enfants un jour. J'ai 38 ans. Les docteurs m'ont dit, oui, il faut que vous ayez des enfants avant 38 ans, puisqu'avec un cancer, c'est compliqué, machin. Moi, personnellement, je crois au fait que je prends soin de mon corps aujourd'hui et que je continue à le dorloter pour que si ça arrive, ça arrivera dans de bonnes conditions. Il y a des femmes en Afrique qui ont des enfants à 50 ans, à 55 ans. Oui, j'ai fait de la chimiothérapie, mais je crois qu'aujourd'hui, la façon dont j'essaie de vivre ma vie nutritionnellement parlant va m'aider en tout cas à avoir un corps un peu plus sain et surtout à éviter, malheureusement, on a tous des cellules cancéreuses dans notre corps, des cellules précancéreuses, à éviter de réallumer ou faire ressurgir ces cellules cancéreuses. Même si j'ai peur de la récidive, je peux dire à 100% que je sais que je ne récidiverai pas. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai une certitude. J'ai une certitude que ça ne m'arrivera pas. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est vrai. Ça fait partie de la vie et j'ai mes check-up tous les 6 mois. Ouais. Donc, t'es là, t'as peur, tu fidgettes un peu dans ton coin, je suis là et tout. Oh là 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 là, je dois aller chez la gynéco. Mais je sais pas pourquoi j'ai cette certitude que ce sera pas ça. Peut-être que ça sera autre chose, hein, je ne sais pas. Ouais. Mais ce sera pas ça. En tout cas, ce que je retiendrai, c'est que tu es positive et ça fait du bien. Merci vraiment, beaucoup, j'essaye. C'est magnifique, Cynthia, magnifique. Et tu sais, depuis tout à l'heure, on parlait aussi de ta féminité. Mm-hmm. Plus précisément, comment on se sent quand on perd ses cheveux? L'ablation d'un sein. Tu vois, il y a un moment donné, même si tu es positive, et c'est très bien, mais il y a aussi une réalité. Ouais, je suis complètement d'accord. Quand tu as 31 ans, que tu habites à Paris, que tu travailles dans la mode, que tu es célibataire, que tu perds tes cheveux et qu'on t'enlève un sein, c'est difficile, psychologiquement. La perte des cheveux, je l'ai fait progressivement, je me suis un peu rasé et tout ça, les cheveux. Je mettais déjà des foulards avant de tomber malade. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais mis un foulard, il me restait peut-être ça de cheveux, j'avais mis un foulard et puis on m'avait prévenu que 21 jours après la première chimio, c'est là que les cheveux commencent à tomber. Et puis j'enlève mon foulard et puis là, je vois un pan de cheveux qui tombe et tout. Et j'avoue que c'est le choc de voir autant de cheveux tomber d'un coup. Et en fait, ça te confronte tout de suite avec la réalité de ta maladie. Après, j'ai de la chance que j'avais quand même une bonne tête chauve, tu vois, j'avais quand même une bonne tête. Mais ce qui a été plus dur, parce que même si j'ai dit j'ai eu ma mastectomie puis ma reconstruction, en fait, d'abord j'ai eu une mastectomie et une reconstruction immédiate. Donc quand ils m'ont enlevé mon sein, en fait, ils m'ont reconstruit tout de suite avec une prothèse au premier abord. Et tout de suite, moi, j'ai pas aimé ma prothèse en termes de confort, mais aussi de féminité, parce que ils ont pas remonté le sein contralatéral. Moi, je faisais un bonnet D avant mon cancer. C'est-à-dire que vous mettez une prothèse qui va être un bonnet C, un gros C, petit D, qui va tenir comme ça, comme un faux sein.
Mais mon sein, de l'autre côté, il n'est pas reconstruit. C'est-à-dire que j'ai un sein qui est là et j'ai un sein qui est là. Mon cerveau, il n'a pas compris. Et ça, c'est des choses qu'on n'explique pas, malheureusement, quand on se fait opérer. Et ensuite, j'ai demandé à ce qu'on m'enlève cette prothèse parce que je me sentais vraiment pas bien avec. J'arrivais pas à bouger. Vraiment, j'arrivais plus du tout à me regarder. Il faut se masser et tout ça. C'est des choses que je pouvais plus du tout faire. Psychologiquement, en fait, j'y arrivais pas. Et 6 mois plus tard, j'ai fait un rejet de cette prothèse. Ils ont fait la radiothérapie sur ma prothèse. Ça a tellement endommagé ma peau que ma peau s'est ouverte, la prothèse est tombée. Clairement. Je te laisse imaginer la scène. T'es pas bien. Du coup, j'ai dû être accompagnée à l'hôpital d'urgence pour me faire opérer. Et ils ont enlevé la prothèse. Et là, t'as plus d'autre choix que de te retrouver à plat. Et ça a été très violent pour moi. Parce que t'es à plat avec une peau qui est extrêmement endommagée. Je suis arrivée, c'était d'ailleurs, tu m'avais parlé du 15 août 2016, là c'était le 15 août 2017, donc exactement 1 an après la première fois que j'ai senti ma boule. Et franchement, je me suis réveillée de mon anesthésie, j'avais envie de sauter par la fenêtre. Je suis allée à la fenêtre, sauf qu'ils ferment les fenêtres à l'hôpital, donc je peux pas sauter. Donc voilà. Donc ça vraiment dans ma tête, ça a été très compliqué et après peut-être qu'1 mois plus tard, il s'est passé quelque chose d'assez formidable où en fait j'étais tellement bien sans douleur. En fait, j'avais plus de douleur parce que la prothèse était trop grosse pour moi et du coup elle me tirait. J'arrivais plus à bien bouger mon bras. Il y a des espèces de, ça s'appelle des coups de jus, comme une prise électrique, comme si tu mettais ton dos. En fait, ça se passe dans ton dos après une mastectomie, parce qu'on t'enlève des nerfs et tout ça. Donc, ils essaient de se reconnecter. Donc, tu as des espèces de coups de jus et tout. C'est vraiment un parcours du combattant. Et j'avais plus du tout ça. Et je me suis petit à petit sentie un petit peu revivre, me mouvoir, me sentir un petit peu plus moi-même et ça fait du bien en fait du coup de se dire qu'en fait même si on est femme, on se pense femme à cause de nos seins ou grâce à nos seins, en fait on n'est pas que ça, tu vois, et tu trouves autre chose ailleurs. Et je pense que même tes relations amoureuses ou en tout cas charnelles sont plus sincères par la suite, même si c'est un cheminement pour en arriver là. Et même quand avec l'écriture du livre que je suis en train de faire, j'ai parlé à plusieurs femmes qui ont fait ce même constat, qu'elles ont beaucoup plus confiance en elles après leur cancer du sein. L'accompagnement du corps médical, peut-être même institutionnel même, il était présent? J'ai rien contre le corps médical, mais l'accompagnement pour moi n'était pas adéquat. Et c'est une des choses d'ailleurs qui m'a fait par la suite aller dans le privé et ne plus être dans le public, tout simplement parce que j'avais envie qu'on prenne soin de moi, médicalement parlant. Moi, comme tu le vois, je suis une femme racisée, comme on aime bien dire en ce moment, une femme noire. Et j'ai ressenti vraiment une différence, ou en tout cas une différence de traitement où je pense que peut-être que ça serait mieux passé si j'avais été blanche. Ça s'est traduit par quoi? Je suis obligé de t'interrompre là. Alors concrètement, et j'en parle dans mon livre, j'ai eu, quand je te disais, j'ai eu cette infection où on a dû me réhospitaliser. En fait, j'ai senti, ma mère a vu que j'allais pas très bien et tout ça, et puis elle me dit non, on va retourner à l'hôpital. On retourne à l'hôpital. Puis là, ma chirurgienne me dit très vite, ah oui, non, là, il y a un problème, il y a une infection. On me réhospitalise. Et le soir même, j'avais vraiment la douleur, vraiment très, très, très mal à chaque inspiration et tout. Et puis, j'appuie sur le bouton pour appeler les infirmières qui ne viennent pas. Au bout de 15-20 minutes, il n'y a toujours personne. Il se trouve que comme j'ai été hospitalisée d'urgence, je partageais ma chambre avec quelqu'un. Une dame qui était venue, elle, pour se faire enlever les seins de façon préventive parce qu'elle avait le gène du cancer du sein. On a discuté et tout ça, et puis elle me dit « mais ça va ?» et tout. Je lui dis « non, ça va pas, mais vous inquiétez pas. » Et c'était une dame blanche, très sympathique. Et puis, elle me dit « non, mais ça va pas. » Je lui dis « si, ça va. » Et puis je rappuie, peut-être au bout de 20 minutes, les infirmières viennent. Puis elles me disent, c'est toujours un truc médical, la douleur de 1 à 10, je leur dis 9. Mais je pleure pas, c'est pas mon truc, je pleure pas. Mais j'ai très mal et je sais jauger. 9. Elles me disent, ah bon, 9 ? Si vous aviez 9, vous serez déjà par terre et tout. Je leur dis, non, 9, j'ai vraiment mal et tout ça. Et elles me disent, bon, écoutez, Madame K, on va vous donner
d'autres antidouleurs et ça va aller. Puis elles me donnent leur truc, mais ça n'agit pas du tout. J'ai mal, donc je rappuie, elles viennent pas. Et puis je me dis, bon, bah tant pis, je vais dormir comme ça. Et je sanglote. Et au final, c'est la dame d'à côté qui a appuyé, donc une dame blanche qui était là en préventif. Donc encore une fois, elle avait rien du tout, parce qu'elle s'était pas fait opérer, elle se faisait opérer le lendemain. Elle appuie, en 5 secondes chrono, elles sont arrivées dans la chambre. Et la dame qui est à côté de moi leur dit, il faut que vous la preniez en charge, elle ne va vraiment pas bien. Il faut que vous la preniez en charge. Et c'est là qu'elle m'ausculte. Et en effet, j'étais en train de faire une septicémie. Donc, infection du sang, qui peut être mortelle. Je pense vraiment que si cette femme n'avait pas été là, je pense que j'aurais pu mourir à l'hôpital. Et pendant longtemps, j'étais très énervée contre le système médical français par rapport à leur prise en charge de maladies comme le cancer du sein qui sont minimisées quand même aujourd'hui, mais qui sont toujours extrêmement graves. Et en écrivant le livre, et même aujourd'hui, avec beaucoup de recul, j'ai changé un peu de ton, dans le sens où je me dis, c'est pas de la faute des soignants. Le racisme, je pense que c'est encore un autre sujet, mais l'incompétence et les choses qu'on peut vivre aujourd'hui, c'est pas la faute des soignants. C'est le système médical qui va très, très mal. Franchement, ça va mal. Si j'avais écrit mon livre là que je suis en train d'écrire 1 an après mon cancer, je pense que j'aurais dit le système médical français, c'est nul, aller dans le privé et tout. Avec beaucoup de recul et beaucoup d'introspection, c'est vraiment le système médical aujourd'hui, il va très mal. Il n'y a pas les moyens, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le personnel, ils n'ont pas le temps en fait. Et du coup, ça se répercute sur les patients. Et c'est ce qui se passe. Et je pense que quand on dit on veut un accompagnement qui soit de qualité, en fait, on va dans le privé. Ou on va dans des instances, ça se trouve en province, qui sont beaucoup plus petites. Si on a un cancer de grade 2 qui peut se soigner de façon un petit peu plus pragmatique avec voilà ce que j'ai eu, mais en fait, il ne faut pas aller dans le public. Si en tout cas on a l'espoir d'être bien suivi, moi, toutes les femmes à qui je parle ont ce même constat-là que ça va très mal et que du coup, à la fin, ça se répercute que sur nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, pour ma reconstruction, j'ai décidé d'aller dans le privé. Je me suis pas dit que tout d'un coup, ils allaient devenir gentils et qu'ils allaient avoir le temps parce que je suis dans le privé. Non, ils vont le faire parce qu'en fait, je les paye. Et c'est ça, la réalité. Et j'étais très contente de payer des gens qui allaient me dire « Bonjour, madame, comment ça va aujourd'hui ? Vous voulez ci ? Vous voulez ça ?» Et je savais que le prix, en fait, d'un bon suivi, c'était l'argent. Et c'était le privé. Et c'est là, aujourd'hui, où on en arrive malheureusement en France, quand on a un système médical qui peut nous prendre en charge gratuitement. Si vous voulez être bien suivi et avoir un suivi propre à vous et à vos besoins, c'est le privé. Et est-ce que c'est pas le système aussi anglo-saxon qui est en train de déteindre sur nous ? C'est possible. Ouais. C'est possible. Franchement, je connais pas tous les tenants et les aboutissants. Je sais pas où on en sera dans 10 ans. J'espère pas, honnêtement. J'espère pas parce que le système qu'on a, quand même, il est bien de base. En tout cas, on le veut qu'il soit bien et qu'il soit égal pour tous. Mais la réalité, c'est que, comme on le voit avec l'alimentation, l'argent fait tourner le monde. Et ceux qui peuvent se le permettre, moi, j'ai de la chance de pouvoir me le permettre, ils vont aller dans le privé et les docteurs, ils iront là où l'argent est. C'est bien triste, mais bien vrai, tout ce que tu viens de dire. Et merci pour cette transmission, Cynthia. Et pourquoi ce livre aujourd'hui ? Pourquoi ce livre ? Je pense qu'il y a besoin. Moi, c'est pas un livre, en fait, que je voulais écrire, parce qu'écrire un livre, ça prend du temps. Mais Hachette est venue me toquer à ma porte et m'a proposé d'écrire ce livre, qui est un livre, en tout cas, qui est un guide autour du cancer du sein. Moi, je pense que mon expérience, elle est propre à moi. Et quand on est diagnostiqué, tout le monde a une expérience qui est propre à soi. Mais il y a des choses qui sont des commonalités qui vont être propres à toutes les personnes qui sont diagnostiquées. Des questions qu'on a et qui ne sont pas forcément répondues. Et quand j'ai ouvert mon compte Instagram, je parlais énormément du cancer du sein parce que c'était ma réalité. Et quand j'avais des MP, c'était toujours les mêmes questions. Les gens, aujourd'hui, n'ont pas les réponses à ces questions-là, qui sont pour moi des réponses basiques qu'on devrait avoir dès qu'on est diagnostiqué. Que ce soit par la personne qui a eu un cancer ou que ce soit par la famille de la personne qui a eu un cancer, pour pouvoir aider. Et c'est des questions auxquelles j'essaie de répondre. Donc moi, je ne suis pas docteur, je n'essaie pas de remplacer un docteur, mais j'essaie de donner des conseils, des choses que j'aurais aimé savoir et sur lesquelles j'aurais aimé être accompagnée.
plus facilement et essayer de tout regrouper dans un livre. Il y a aussi des instances aujourd'hui qui existent en France que certaines personnes ne connaissent pas parce que la réalité, c'est que quand on est diagnostiqué, on est fatigué. Et on n'a pas envie d'aller en fait sur Internet pendant 15 ans à chercher où est-ce que je peux acheter un téton en silicone qui fasse vrai en fait. On n'a pas envie, on est fatigué psychologiquement. Et la famille, notre famille, elle n'a pas forcément envie de nous dire bah vas-y, montre-moi la peau pour voir si ça... Non, en fait. Du coup, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment un partage d'expérience et donner le plus d'informations possible sur voilà, qu'est-ce qu'on peut manger après un cancer. Est-ce que le véganisme, c'est pour tout le monde ? Non, je pense pas. Mais pourquoi moi, j'ai décidé de faire ça ? Et c'est vraiment un livre, pour moi, c'est un guide qui va permettre de remettre le patient au cœur de son protocole de soins, parce que c'est ça, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on va arriver, puis on va nous dire, il faut faire une mastectomie, machin, un truc, on n'a même pas le temps de réfléchir, qu'on est déjà sur la table d'opération. C'est vrai. Non, moi, je veux redonner le choix aux patients de leur dire, voici ce qui existe, peut-être que votre docteur vous a proposé ça et que vous êtes complètement d'accord avec, et si vous avez envie de lui faire confiance à 100%, allez-y, c'est votre choix. En revanche, sachez que si vous avez d'autres questions ou que vous voulez changer d'établissement de soins, vous avez aussi le droit, on n'a pas le droit de vous faire peur, et voici ce que vous devez savoir. Et c'est vraiment redonner le choix aux personnes qui sont malades de dire, bah en fait, vous êtes le capitaine de votre vie toujours, en fait, même si vous avez un cancer. Et c'est pas un livre qui est contre l'institution médicale, pas du tout. C'est pas un livre qui prône les médecines naturelles, holistiques, pas du tout. C'est vraiment un livre qui essaie de donner une vision d'ensemble sur tout ce qui peut exister et qui peut aider. En espérant que le succès soit au rendez-vous. J'espère aussi. En tout cas, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute clairement là-dessus. En tout cas, Cynthia, mille merci pour tes mots. Ouais, sincèrement, tu nous fais du bien. T'es jovial, comme je te l'ai dit, hors émission. Tu sais, j'ai découvert ton parcours qui est vraiment douloureux, hein, clairement. Mais toi, à travers tes messages, à travers ta bienveillance, tout le temps, tu as toujours cette note positive, etc. Et moi, c'est quelque chose qui m'a plu. Clairement, donc beaucoup. Je t'encourage à poursuivre dans cette voie-là et je t'assure que tu es en train de sauver des vies. Merci, j'essaye. Et un dernier mot que j'ai envie de rajouter, moi aussi je le fais, c'est pour ma nièce, c'est pour mes neveux, c'est pour les enfants, en fait, des gens où aujourd'hui, bah, on va leur laisser un monde qui n'est pas celui qu'ils ont forcément choisi et ils ont le droit de eux aussi faire leur choix. Et pour moi, c'est vraiment pour ça que je le fais. Encore une fois, j'ai pas d'enfant. Mais quand on m'envoie des messages sur mon enfant, ainsi mon enfant fera ça me prend aux tripes. Et en fait, j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin de vivre comme ça. Il existe des choses et vraiment, c'est eux qui vont avoir ce monde-là. Donc, plus la succession et l'apprentissage et l'éducation se fait, plus il y en aura pour les années futures. Quoi. Mille merci, Cynthia. Franchement, tu fais du bien. Rien. Merci beaucoup. Merci C'était à toi. 500 avec la grande femme, Cynthia K. Pour WSL, mes paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.